Alors, bonsoir. Je suis très émue, vraiment très émue ce soir particulièrement de donner le cours parce qu'on est ce soir chez Mélanie et chez elle et Tsipora. Merci beaucoup de nous accueillir. Et Mélanie n'est pas là. Et Mélanie, elle s'appelle Rachel. Et pourquoi elle n'est pas là? Parce que sa sœur Léa, qui est plus jeune qu'elle, qui s'est mariée donc avant elle, Bezrat Hashem Bekarov, bientôt chez Mélanie, a accouché cet après-midi avec un mois d'avance. Sachant que ce cours aurait dû avoir lieu il y a un mois et qu'il a été décalé d'un mois. Il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, que en fait Rachel est à l'accouchement de sa petite sœur Léa. Le soir, on fait le cours sur Rachel et Léa. Voilà, donc je crois vraiment que ça va apporter là-bas. Bezrat Hashem au mariage de Mélanie, Rachel bat Rivka et leur mère s'appelle Rivka. Exactement, et que ça lui apporte beaucoup de brachot et à vous aussi et à tout le monde. C'est un petit, sans être un peu la 5 ans. Une fille, voilà. On l'appelait Dina. C'est ce que j'ai fait la même chose que toi, Esther, tu vois, on est connectés, mais apparemment elle n'aime pas trop ce prénom. Donc, D'accord. voilà, elle aurait pu, mais bon. Alors justement, on est dans la paracha où on parle de Rachel et de Léa. Qu'est-ce qui se passe? On a Yaakov, qui est donc le troisième des patriarches, d'accord, qui quitte Beersheba, là où il était avec ses parents, avec donc Yitzhak et Rivka. Et pourquoi il quitte Beersheba? Parce qu'il y a son frère Esav qui veut le tuer, d'accord? Alors, faut comprendre, c'est pas comme quand mes enfants disent « Je vais te tuer !» Non, c'est un vrai « je vais te tuer », d'accord? Et donc, du coup, il y a une menace sur Yaakov. Et à ce moment-là, Rivka lui dit « Va-t'en par Haran, dans ma ville d'origine. Tu dois t'enfuir de ton frère Esav. Et puis, allez, tu sais quoi, on va faire d'une pierre deux coups. Bezrat Hashem, tu vas peut-être trouver une Kala là-bas. » Et donc, c'est ce que fait Yaakov. Il part à Haran. Et c'est là qu'il va rencontrer ses deux futures femmes. D'accord? Puisqu'il va épouser deux sœurs. Alors, la Torah, elle vient et elle nous présente qui sont Rachel et Léa, les deux futures femmes de Yaakov. C'est écrit comme ça. Ve'ene Léa Rakot, Ve'Rachel Aïta Yafat Toar, Ve'Yafat Mare. Ça donne quoi en français? Léa avait les yeux mous, faibles, et Rachel était une bombe atomique. D'accord. C'est très bizarre comme façon de présenter les choses. D'abord, parce qu'il y a une dissymétrie énorme. D'accord? On suppose que Léa n'était pas laide, mais en tout cas, l'accent n'est pas mis sur sa beauté. Au contraire, on met l'accent juste sur, entre guillemets, son défaut de visage. Et puis surtout, depuis quand on s'intéresse à la beauté des femmes de notre Torah? Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être qu'elles étaient belles, mais en fait, c'est intéressant pour nous. La Torah, elle est du Lachon, elle est le même mot que Hora'a. C'est quoi Hora'a? Enseignement. Et la Torah, elle vient apporter un enseignement universel, intemporel et éternel. Donc, qu'est-ce que ça vient m'apporter à moi, aujourd'hui, en 2019, de savoir qu'il y en a une qui était belle et l'autre qui était un peu moins belle? Qu'est-ce que ça vient nous cacher? Alors, évidemment, ça veut dire qu'il y a une différence entre les deux, mais qui n'est pas simplement d'ordre physique, mais qui est d'ordre profond et qui est lié à leur caractère. Et en fait, c'est essentiel que la Torah commence par nous présenter qui sont nos avot et qui sont nos imaot. Pourquoi? Parce que nos avot et nos imaot, donc les patriarches et les matriarches, incarnent des traits de caractère, mais poussés à l'extrême. Exemple, Abraham, c'est l'archétype, d'ailleurs comment on dit un prototype en hébreu? Av typus. Et le prototype, c'est le Av typus, le prototype de quoi? Du chesed. Pourquoi? Parce que la Torah est parsemée d'exemples, mais l'exemple le plus frappant, c'est que Abraham, il a fait sa brit mila il y a 3 jours. Apparemment 3 jours après, c'est très douloureux. Et Abraham, il est malade, non pas de sa brit mila, mais il est malade de ne pas pouvoir recevoir des invités chez lui. Et il court à la recherche d'invités. Ça, c'est Abraham. Yitzhak, c'est ce qu'on appelle la gvura, la retenue, la maîtrise de soi. Celui qui est capable de se sacrifier pour l'autre.
C'est pour ça que Yitzhak, il était capable de se sacrifier sans sourciller. C'est pour ça que Yitzhak, quand les Pélishtim, les Philistins, ils viennent, ils lui bouchent ses puits, il dit rien. Il a la maîtrise totale de lui-même. C'est la Gvoura. Yaakov, c'est le milieu, c'est ce qu'on appelle le Tiferet, le Emet, la vérité. C'est le juste milieu. En fait, nos patriarches et matriarches, c'est un peu comme on dirait des huiles essentielles, qui sont très 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 concentrées, et quand tu les dilues, tout d'un coup, tu les retrouves à l'intérieur de toi. Quand tu décroches ton téléphone pour inviter ta belle-mère, tu es un peu Avraham Avinu. D'accord? Quand tu fais preuve de maîtrise de toi et tu as un gros... comment ça s'appelle? Un gros... un scoop à raconter, mais c'est pas très cool de le raconter parce que ta copine a de la confiance secret et que tu vas pour dire à l'autre copine j'ai quelque chose à te dire, mais tu te retiens, tu fais preuve de gvoura comme Yitzhak Avinu. Et quand tu reconnais la vérité, même quand ça te coûte, par exemple, oui monsieur l'agent, c'est vrai, j'étais au téléphone à 90 120 sur l'autoroute. À ce moment-là, tu es un peu de Yaakov. Et donc c'est essentiel que la Torah, elle commence. C'est pas parce que la Torah, elle est un livre d'histoire et que du coup, elle te dit, allez, venez, on va vous raconter des belles histoires. Bah du coup, allez-y, Chantal. En plus, j'aime bien votre sourire et m'encourage, c'est bien de vous avoir entendu. Donc c'est pas que la Torah elle dit allez venez on va commencer, bon alors vous savez quoi, autant commencer de façon chronologique avec l'histoire de ce peuple, comme ça c'est bien, ça va leur faire des petites histoires avec à leurs enfants avant de dormir. Certes c'est de très belles histoires à nos enfants avant de dormir. Maman raconte-moi encore l'histoire de Rachel et Léa, maman raconte-moi encore l'histoire de Yitzhak. C'est certes des très belles histoires, mais c'est pour quelque chose de beaucoup plus profond qu'elle nous raconte ça. Pour nous dire quoi? Pour nous dire voilà ce que tu contiens en toi. Et moi personnellement, j'ai eu le bonheur de faire 2 ans de formation pour être coach de vie. Et tout était basé sur justement les patriarches et sur les traits de caractère qu'ils incarnent. Et en fait, ce qu'on explique, ce que la Kabbale explique, c'est qu'à l'intérieur de nous, on a des traits de caractère qui sont agencés. Et ces traits de caractère, c'est exactement ceux qui sont représentés par les patriarches et les matriarches. Et en fait, chacun a son caractère qui va être façonné en fonction de son cocktail unique. Il y en a qui vont être plus chesed, il y en a qui vont plus aller vers la vérité, il y en a qui vont plus être ode vers le respect, etc. Tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Donc quand la Torah, elle vient et elle nous raconte l'histoire de nos patriarches, et Bezrat Hashem, ce soir, on va aller à la rencontre de l'histoire de Rachel et de Léa, c'est de nous, en premier lieu, qu'elle parle. D'accord? D'ailleurs, c'était très marrant quand je faisais cette formation de coaching, c'était donc coach de vie, coach de parents. Je me rendais compte à quel point moi je suis pas du tout Yitzhak. Pas du tout Gvoura, mais alors pas du tout. Ça veut dire que quand, l'exemple d'il y a 2 heures, mon fils Hillel, d'accord, pour celles qui le connaissent, 3 ans, qui débarque dans ma chambre, donc il est 19h, il dit « Maman, c'est pas possible ?» Non, c'est pas du tout l'heure, il s'est déjà brossé les dents, il y a tout pour que je dise non. Et je le regarde, d'accord, pas de problème. Ça fait 3 fois que je vais à Bnei Brak pour faire une course, et j'arrive, et là-bas, il y a plein de magasins de chaussures pour enfants. Maman, tu m'achètes des chaussures? D'accord, pas de problème. Voilà, c'est pas du tout Gvoura. Et donc, je sais que je dois travailler sur ce point. Et donc, du coup, c'est ce qu'on va retrouver ce soir dans Rachel et de Léa. Qu'est-ce qu'elles incarnent à l'intérieur de nous? Alors, en fait, pour ça, il faut comprendre, mais c'est quoi cette description qu'on nous a donnée au début? Rachel, très belle. Léa, tu sais, elle a des yeux un peu flétris. Eh bien, en fait, il faut comprendre qu'est-ce que Yaakov, il a vu dans Rachel pour dire c'est elle. Qu'est-ce qu'il a vu en elle pour dire c'est avec elle que je veux construire le peuple juif? Vous imaginez bien que c'est pas parce qu'elle est belle, d'accord, mais c'est à cause de quelque chose
de bien plus profond que ça. Alors en fait, pour ça, il faut comprendre leur rencontre. Comment s'est passée leur rencontre? Auprès du puits, d'accord? On adore, nous, dans l'histoire du peuple juif, les rencontres auprès du puits. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Yaakov vient d'arriver à Haran et il ne connaît personne. Et il est autour du puits et il ne connaît personne là où il se trouve. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en haut du puits se trouve une immense pierre qui a été placée par les bergers de Haran. Pourquoi ils ont placé cette pierre, les bergers? Eh bien parce que là-bas, il y avait des problèmes d'eau. Et donc, du coup, ils ne voulaient pas que les gens se servent de l'eau de façon comme ça spontanée. Ils voulaient qu'il y ait une maîtrise. Et donc, ils ont décidé de se mettre d'un commun accord, de poser cette pierre qui était tellement lourde qu'il fallait que tous les bergers soient réunis pour pouvoir la soulever. Et ils se donnaient rendez-vous chaque jour à une certaine heure de la journée et ils se retrouvaient tous. Et une fois qu'ils étaient là, c'est bon, ils pouvaient déplacer la pierre et se servir de l'eau. C'est comme ça qu'ils maîtrisaient leurs ressources. Or quoi, Yaakov il arrive et la Torah nous décrit, il voit Léa, il est subjugué et là tout d'un coup il dit « Oh j'ai soif !» Il prend la pierre et il soulève de l'eau. Et il soulève la pierre. Il voit Rachel. Comme ça. Bien, non? J'ai dit quoi? Il voit Rachel, pardon. Je disais, il voit Rachel. Il voit Rachel et à ce moment-là, hop, il déplace la pierre. Normalement il aurait fallu tout le village pour pouvoir déplacer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rachel, elle a le potentiel de faire découvrir à son mari des ressources et des forces qui sont inexploitées. C'est la force de Rachel. Grâce à quoi elle a ça? Grâce à sa beauté. C'est quoi sa beauté? Il nous dit Rashi, elle était Yafat Toar, c'est les traits du visage. Effectivement, elle était jolie. Vetovat Mare, c'est quoi Tovat Mare? C'est l'éclat du visage, il nous dit Rashi. Alors le Rav Yeshurun, il dit, en fait, qu'est-ce qu'il a vu dans Rachel? Qu'est-ce qu'il a vu dans Rachel? Il a vu en fait qu'elle était radieuse. Elle avait la pêche, elle avait le sourire. Et ça donne à un homme l'envie de se construire. Et ça donne à des enfants élevés dans un foyer où la mère elle a la pêche, toutes les chances de réussir dans la vie. C'est pour ça qu'il a choisi Rachel. Parce qu'en fait, quand il l'a vue, il s'est dit c'est elle l'archétype de ce que sera la femme juive. Et donc, c'est sûr que pour lui, cette femme, avec sa pêche, avec son côté radieux, avec sa bonne humeur, cette femme était destinée à construire le peuple juif conjointement avec lui. D'accord? Et en fait, nous dit le Zohar quelque chose de très 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 profond. Restez accrochés. Nous dit quoi? Nous dit que vous savez, par la suite, on va raconter l'histoire. Yaakov va épouser Léa. Comment ça se fait? À la base, il était destiné seulement à Rachel. On va expliquer ce Zohar et ça va nous apprendre, ça va nous permettre de comprendre qui sont véritablement Rachel et Léa. C'est écrit comme ça. Yaakov a hérité de 2 mondes. C'est pour ça qu'il va épouser 2 femmes. Quels sont ces 2 mondes? Alma de Et Galé, Alma de Et Kassé. C'est de l'araméen, donc c'est dur à comprendre si on n'a pas la traduction littérale. Alma de Et Galé, c'est quoi? Le monde dévoilé. Alma de Et Kassé, c'est quoi? Le monde caché. Qui incarne Alma de Et Galé? Rachel. Rachel, c'est la femme d'action. C'est la femme du monde visible. Elle est dans le monde de l'action. Léa, c'est Alma de Et Kassé. C'est quoi? Elle est dans le monde des pensées. Elle est dans ses pensées, Léa. Elle n'est pas dans l'action, elle est dans la projection. Et nous, à l'intérieur de nous, on a un côté Rachel et un côté Léa. C'est qui Rachel? Rachel, c'est quoi? On a dit elle est belle. C'est quoi la beauté? C'est visible, c'est immédiat, c'est tangible. C'est exactement comme le monde
du présent, le monde visible. Et Rachel, elle est hyper courageuse. D'abord, elle est bergère. Alors, il n'y a pas beaucoup d'exemples, à part elle, de femmes bergères dans la Torah. Pourquoi elle est bergère? Parce que Lavan, il a dit, alors là, s'il y a une Wonder Woman pour me garder mon troupeau, une femme d'action, d'accord, une fighter, c'est qui? C'est elle. Il a demandé, il a viré tous les, ce que nous dit le Midrash, il a viré tous les autres bergers, il a pris sa fille. Elle est bergère. Qu'est-ce que va faire Rachel lorsque Yaakov va la demander en mariage et que le papa va répondre oui, pas de problème, dans 7 ans, d'accord, parce que ça a été la réponse de Lavan, que tout d'un coup Rachel apprend qu'elle va devoir attendre 7 ans pour pouvoir se marier avec l'homme de sa vie. Elle se dit quoi? Oh, elle n'a pas de patience, Rachel, pas du tout de patience, elle n'est pas dans la projection, elle est dans le monde de l'action. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je ne vais pas rester les bras croisés pendant 7 ans. Je ne peux pas. Et donc, elle passe à l'action. Qu'est-ce qu'elle fait? On dit qu'elle coud sa robe de mariée. Et chaque jour, elle vient et elle rajoute des perles. Ça lui permet d'être dans l'action. Ça lui permet de passer cette attente pour elle qui est tellement difficile parce qu'elle n'arrive pas à se projeter. D'accord? Et c'est comme ça qu'elle arrive à faire passer ces 7 ans d'attente. Ça, c'est Rachel. Il faut qu'elle fasse quelque chose. Elle est hyperactive. Elle est trop dans le monde du présent. D'accord? Et c'est pour ça que Rachel, elle est aussi dans ce qu'on appelle la Rachamim. C'est quoi la Rachamim? La miséricorde. C'est pour ça que Rachel, les 2 premières lettres, sont les 2 premières lettres aussi de Rachamim. Pourquoi? Quelqu'un qui est dans la Rachamim, qui est dans la miséricorde, c'est quelqu'un qui est dans l'immédiat. Oh non, je peux pas lui résister. Non, je peux pas, je suis obligée de lui donner. C'est pas grave. Exactement quand moi, mon fils, il me demande de lui acheter 3 paires de chaussures en un mois, à 3 ans, je suis pas en train de me soucier de son éducation du tout. D'accord, allez, d'accord. Ça, c'est être dans le présent. Je réfléchis pas à l'avenir et je suis là, centrée sur le présent et oui, je cède. D'accord? Et Léa, elle est dans le monde de la projection. Léa, elle est prévoyante. Léa, elle est tout le temps dans ses pensées, en train de se faire des films, de prévoir l'avenir et de dire et qu'est-ce qui va se passer ici, et qu'est-ce que je fais ici, et s'il y a tel scénario qui arrive, il faut que je prévoie un plan B, etc. C'est pour ça que le propre de Léa, c'est quoi? C'est la tfila. C'est la prière. Et d'ailleurs, on a dit les 2 premières lettres de Rachel, c'était comme Rachamim. Les 2 premières lettres de Léa, c'est quoi? C'est l'eau. L'eau, c'est non. Elle est dans la prière de non, je prévois ça. Non, Hachem, s'il te plaît, non. Elle est tout le temps en train de réfléchir à et si jamais il arrive ça. Léa, pourquoi elle a les yeux pleureurs? Parce qu'elle a peur de l'avenir. Pourquoi à l'âge d'être jeune fille, elle a les yeux pleureurs? Parce que depuis qu'elle est petite, on lui dit ah, tu sais, Yaakov et Esav, ce sont 2 frères jumeaux qui appartiennent à ta famille. Yaakov, il est tzaddik et il est destiné à ta sœur Rachel. Esav, c'est un rachat et c'est à toi qu'il est destiné. Depuis qu'elle est au Gan, on lui dit ça. Et elle, pas Esav. À force de dire pas Esav, elle s'est déformé le visage. Léa, c'est quoi? C'est celle qui est angoissée. C'est celle qui porte le monde sur ses épaules et qui se dit non, surtout pas. Oh là là, non, imagine il arrive ça. Non, je veux pas. À tel point dans cette projection que du coup, elle y a tout son visage qui est déformé par ses angoisses. D'accord? Et Léa, tu te dis, après, lorsqu'elle va se marier avec Yaakov, c'était pas du tout prévu. Mais ça y est, normalement, elle doit être contente, elle doit être cool, elle doit être au top. Tu parles, elle continue d'être angoissée. Pourquoi? Pourvu que mon mari m'aime. Et tous ces enfants, les uns après les autres, Miskena, vraiment, quand on lit, ça nous arrache le cœur. Réhouven, parce que Dieu a vu ma peine. Shimon, parce que Dieu a entendu que j'étais pas aimée. Réhouven, Shimon,
Lévi, parce que maintenant, ah oui, Lévi, c'est très beau comme nom. Lévi, c'est comme les lavotes, c'est comme accompagner. Alors en fait, nous dit le Midrash quelque chose d'extraordinaire. Avant, elle avait 2 enfants, Réhouven et Shimon. Donc quand elle devait aller à Tipat Halav ou au Gan, elle allait avec ses 2 mains. À l'époque, il n'y avait pas de poussette, yo-yo, etc. Or quoi, arrive Lévi le 3e. Ça y est, elle n'a que 2 mains. Et donc, qui va devoir l'accompagner, les lavotes au tas? Yaakov. C'est pour ça qu'elle l'appelle Lévi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quel degré psychologique on est. Et Yehuda, elle va remercier, on va expliquer ça après. Léa, elle est tout le temps dans ses pensées. Et Rachel, par contre, elle est tellement dans l'action qu'elle n'est pas forcément connectée au monde de la pensée, au monde invisible, au monde spirituel, au monde mystique. D'ailleurs, c'est écrit quoi? C'est écrit dans la paracha qu'elle s'assoit sur les statuettes, les statues de son père. Ça veut dire quoi? Elle s'assoit sur la mystique. Pour elle, ça n'existe pas ce genre de choses. D'accord? Alors, en fait, il faut se poser la question. C'est sûr que vous vous reconnaissez dans un des 2 profils. Oui? Non? Il y a des Rachel, des Léa parmi nous? Enfin, moi, je me reconnais clairement dans un des profils. Je ne vous dirai pas lequel. D'accord? Mais non, je suis très une femme d'action. Très, très femme d'action. Je me reconnais complètement dans le profil de Rachel. Alors quoi? Il faut mieux être dans l'action. Il vaut mieux être dans la pensée. Et c'est ça, c'est ce sujet-là qu'on va essayer d'aborder ce soir. Et c'est ça qui va nous permettre de mieux nous connaître. Maintenant, pour ça, on va devoir faire un zoom sur l'histoire du mariage, du double mariage de Rachel et de Léa. Et ça va nous aider à répondre à la question. Alors, comment ça se passe? Eh bien, comme on l'a expliqué tout à l'heure, Rachel, son père lui dit « Pas de problème ma chérie, tu vas te marier avec Yaakov, mais tu devras attendre 7 ans. » Le jour tant attendu arrive, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Lavan, le père, vient, alors que Rachel s'apprête à porter la robe de mariée qu'elle a cousue pendant 7 ans. Lavan vient et lui dit « Ma chérie, ta robe, tu ne la porteras pas. Tu peux la donner à ta sœur. C'est elle qui va aller sous la roupa à ta place. » Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Rachel, elle avait prévu le coup. Elle sait que son père est un fourbe, c'est un tordu, il est complètement sournois. Et donc quoi? Avant ça, elle avait prévenu Yaakov. Elle lui a dit, tu sais, mon père c'est un... Dans le genre sournois, il est pas mal du tout. C'est très possible que sous la roupa, il substitue ma sœur à moi. C'est quand même tordu. On s'imagine la réponse de Yaakov. Non mais ça va pas la tête. Si, il est vraiment à ce point-là. Ok. Alors qu'est-ce qu'elle va faire, Rachel? Elle va convenir d'un signe avec Yaakov. Elle va lui dire, quand tu vois la mariée arriver sous la roupa, pour être sûre que c'est moi, eh bien tu vas me demander le signe. Et le signe, c'est quoi? Vous connaissez? Chana. D'accord? C'est quoi ce signe Chana? On va l'expliquer après. C'est les 3 mitzvot des femmes. Chala, Nida, Adlakat, Nerot. D'accord? Donc le prélèvement de la Chala, d'aller au mikvé et d'allumer les bougies de Shabbat. Pas de problème. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que donc il y a Rachel. Finalement, quand son père il lui dit hop 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 ma chérie, la robe c'est pour ta sœur, est-ce qu'elle est surprise ou pas? Pas du tout. Elle n'est pas surprise. Elle connaît très bien son père. Qu'est-ce qui va se passer tout d'un coup? Elle s'est dit bah moi je vais laisser les choses se faire. Il va arriver sous la roupa, il va lui demander le signe, elle ne saura pas quoi dire et il va découvrir qu'il y a anguille sous roche. Sauf que quoi? Elle commence à entendre des bruits dans la salle. Des bruits. Qu'est-ce qui se passe? Elle ouvre le rideau de sa cheder kala, de la chambre où elle se prépare, et elle voit quoi? Lavan
a invité toute la ville au mariage de sa fille. Pourquoi il a fait ça? Nous dit le Midrash très fort. Il a fait ça pourquoi? Pour pouvoir payer les frais du mariage. Il a fait, alors le Midrash il nous raconte l'arnaque du début à la fin, tu te dis c'est vraiment l'arnaque au président. Un truc incroyable qu'il fait pour pouvoir juste payer les frais du mariage. Sauf qu'en fait à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Les mariages se faisaient dans le cercle familial. Donc si jamais le scénario s'était passé, elle aurait demandé le code, il aurait demandé le code, elle aurait dit je sais pas, et que c'était dans le cercle familial, bah c'est bon, on redémarre à zéro la roupa et on fait le vrai bon mariage. Or quoi? C'est pas du tout comme elle avait prévu. Parce qu'ils sont tous là. Et donc qu'est-ce qu'elle se dit Rachel? Ah, ma sœur elle va se taper l'archouma de sa vie. Mais c'est vrai, non, il faut se mettre dans la peau de Rachel. Elle va se taper une humiliation tellement terrible devant toute la ville que si ça se trouve, elle va finir vieille fille toute sa vie, ma sœur. C'est pas possible. Je ne peux pas laisser faire ça. À ce moment-là, Léa, alors qu'elle s'apprête à rentrer sous la roupa, elle dit ah, non, j'ai un dernier truc à te dire. Si Yaakov il te demande, eh bien le signe c'est Chana. C'est comme ça que les choses se sont déroulées. C'est parce qu'elle s'est dit, mais moi, à la limite, je peux m'en remettre. Mais elle, si jamais ça arrive, elle ne pourra jamais s'en remettre. C'est comme ça que Rachel, elle a cédé sa place à Léa. D'accord? Mais il faut comprendre une chose. C'est pas que céder sa place dans une histoire d'amour. Elle lui a cédé l'amour de sa vie. Non. On est dans quelque chose de beaucoup plus grandiose. Elle lui a laissé sa place dans l'édification du peuple juif. Allez, viens, on va le faire toutes les deux. C'est ça ce qui va se passer. D'accord? Et maintenant, je suis obligée de faire un zoom sur ces 3 mitzvot. Parce que c'est ce qui va nous permettre de répondre à la question, est-ce qu'il vaut mieux être dans l'action ou est-ce qu'il vaut mieux être dans la pensée? Est-ce qu'il vaut mieux être Rachel ou est-ce qu'il vaut mieux être Léa? D'accord? Vous me suivez? On fait le zoom, c'est bon? Allez. Prends la loupe et on fait le zoom sur Chana. Chana, donc comme je vous l'ai dit, ce sont les 3 mitzvot de la femme. D'où viennent ces mitzvot? Eh bien, elles viennent déjà à l'époque de Sarah Imenou. Sarah déjà allait au mikvé, Sarah déjà faisait la frachatchala et Sarah déjà allumait les bougies de Shabbat. D'accord? Le secret de Sarah, parce que c'est le secret du foyer juif, le secret de Sarah a été transmis à qui? À Rivka, sa belle-fille. Et Rivka a transmis ce secret à Yaakov, qui va le transmettre à Rachel, qui elle va transmettre à Léa. Et ce, pendant des générations, jusqu'à encore aujourd'hui en 2019, où encore on sait ce secret que ces 3 mitzvot sont non seulement les 3 mitzvot privilégiés de la femme, mais ce sont également les 3 secrets, les 3 piliers du peuple, du foyer juif. D'accord? Alors on commence par Nida, le fait d'aller au mikvé. Alors c'est incroyable. Pourquoi? Parce que le fait d'aller au mikvé, comment c'était symbolisé dans la tente de Sarah? Eh bien c'est écrit que grâce au fait qu'elle allait au mikvé, eh bien il y avait en permanence un nuée, un anan, un nuage si vous voulez, collé à sa tente. Anan Kashur la Oel. Et le Rav Moshe Shapira pose la question, il dit quel rapport entre le mikvé et un nuage? Si ce n'est à la limite les eaux de pluie, d'accord, je viens d'y penser, mais à part ça, quel est le lien entre le nuage et le fait d'aller au mikvé? Et il vient et il donne une explication extraordinaire. Il dit regarde, le nuage c'est paradoxal. Pourquoi? Parce qu'il te cache le soleil, d'accord? Quand tu viens pour bronzer, tu as mis ta crème Lancaster et qu'il y a un nuage, tu fais la tête, d'accord? Donc il cache et en même temps il vient et il est bénéfique parce qu'il vient apporter des eaux de pluie, il est fertilisant. Alors il dit le mikvé c'est pareil. Qu'est-ce qu'il vient faire le mikvé? Il vient entre guillemets réduire la relation pendant
certaines parties du mois parce que côté physique est complètement mis de côté. Et donc, le couple n'a pas d'autre choix que de revisiter son mode de communication. D'accord? Alors, on trouve des nouvelles ressources, on communique différemment, on va être amené à écrire des petits mots, on va être amené à raconter des choses peut-être un peu plus profondes. Bref, on va approfondir notre communication. Et ça permet quoi? De fertiliser la relation. Alors, il dit en fait, le nuage, c'est exactement la même chose. Tu as l'impression qu'il gâche un peu la vie. Le mikvé, il gâche un peu la vie. 12 jours sans lien charnel, c'est dur pour un couple. Mais quoi? C'est fertilisant pour le couple. Exactement comme le nuage. Tu as l'impression que ça voile. Bah oui, ça voile le côté physique. Mais en fait, ça dévoile. Ça dévoile quoi? Ça dévoile le véritable amour. Parce que pendant 12 jours, l'homme et la femme, ils étaient capables de communiquer, de discuter en tout bien, tout honneur. Et ça vient renforcer le couple. C'est exactement le symbole du nuage, de la nuit. Ça, c'est la première des trois médias. La deuxième, c'est quoi? C'est la chala. La chala, qu'est-ce qui se passe? En général, quand vous faites vos chalotes, Chantal, vous faites vos chalotes, ça vous arrive? Oui. Comment vous êtes quand vous faites vos chalotes? Est-ce que c'est un moment solennel, de répit, en général? C'est la course? Non, pas chez vous. Chantal, alors c'est différent. J'ai des grands enfants, alors, des petits enfants, c'est bon. pas comme une maman. Alors, vous faites les chalotes? Oui, en général c'est la course aussi. Il y a comme moi, chez qui c'est la course. En général, quand on fait les chalotes, c'est un moment très actif. Pourquoi? Parce que tu as la tchakchouka sur le feu. Tu es en train de cuire tes aubergines. Tu es en train de courir. Et là, tu es en train de mettre ta farine. Tu es dans le pétrin. Tu es vraiment, c'est le cas de le dire, en plein dedans, d'accord? En plein d'action. Et à ce moment-là, on te demande de quoi? De faire une bracha. De faire une mitzvah. Je veux bien aussi. Écoutez bien, parce que c'est là que ça devient intéressant. Maintenant. J'attends que vous soyez concentrés. Oui, il est là, mon père. Ouais, bon, ouais. Écoutez bien. À ce moment-là, donc tu as la tchouka sur le feu, tu es en train de courir, tu as 1000 choses, tu as 1000 casseroles, c'est la folie. Et on te dit, arrête-toi maintenant, moment solennel, tu vas faire ta frachatrala. Tu sais, c'est un moment de être Hatson, c'est un moment où les cieux sont ouverts. Alors vas-y, fais des tfilotes pour toi, pour tes descendants, pour tes proches. Et là, t'arrêtes, genre, arrêt sur image sur la tchakchouka. Et là, tu t'arrêtes et tu fais tes prières. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es en pleine action, tu es en plein moment Rachel, et on te demande de jouer la Léa. Arrête-toi 2 minutes, arrête d'être dans l'action, et maintenant c'est le moment de prier. C'est le moment de te recueillir. C'est le moment de respirer, de faire la sophrologie. D'accord? On commence à avoir un élément de la réponse. Les bougies, c'est quoi? Les bougies, c'est l'allumage avant le Shabbat. Au moment où le Shabbat rentre, on allume nos bougies. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est un peu, si vous voulez, le contraire de la frachatrala. La frachatrala, on a dit, c'est la folie dans la cuisine. On est en train de courir dans tous les sens. A priori, la lakat nerot, le moment d'allumer les bougies, c'est le seul moment de la semaine où ta maison est rangée. D'accord? Il faut bien qu'on ait un quand même dans la semaine, que ta maison elle est rangée. Et c'est un moment de pause, de break. Pourquoi? Parce que tu sais que tu vas rentrer dans 25 heures de break. Donc c'est un moment très solennel. C'est un moment très spirituel. On allume des bougies. La bougie, c'est quelque chose de complètement immatériel. Contrairement aux chalotes, qui sont
spirituel. D'ailleurs, chala, c'est comme chol, c'est profane, c'est tous les jours, contrairement au Shabbat. D'accord? Donc on est complètement dans l'antithèse. Et qu'est-ce qu'on va nous demander de faire dans ce moment-là? Eh bien en fait, au moment où on allume les bougies, ça veut dire à un moment où on est dans un moment de recueillement, de prière, le Maharal il vient et te dit, ne sois pas que dans la prière. À ce moment-là, on te demande quelque chose. Qu'est-ce qu'on te demande? On dit que quand la femme elle allume les bougies, elle doit également rallumer la flamme dans son cœur. La flamme de la bougie ou la flamme dans son cœur. Pour qui? Pour tous ses proches. Pour son mari, qu'ils se sont disputés 10 fois cette semaine. Mais tout d'un coup, rallume la flamme. Comment je fais pour rallumer la flamme? Comment je fais? Eh bien, c'est très simple. Il faut se souvenir de certaines choses. Qu'est-ce qui nous intéresse quand il y a une bougie? La cire ou la lumière? La lumière, on est bien d'accord. La lumière, c'est quoi? C'est ce qui est immatériel, c'est ce qui est invisible. La bougie, elle vient te donner un message. Elle te dit, tu sais, au fur et à mesure de ta vie maritale, il y a plein de choses chouettes, extraordinaires que tu aimais chez ton mari. Et tout d'un coup, vous devenez mais genre invisible à tes yeux, quoi. Son sens de l'humour, tu ne le supportes plus. Son côté entreprenant, t'arrêtes pas de l'engueuler parce qu'il a pris des décisions sans toi. Son côté un peu sérieux, tu dis mais ça suffit d'être tout le temps sérieux, d'être premier degré. Tout ce qu'il fait, tu prends le truc à l'envers et tu supportes plus. Et la bougie te dit non, souviens-toi de pourquoi tu l'as choisi. Souviens-toi que lui aussi, il a un cocktail unique de trop notes. On a dit on est unique chacun avec ses composantes, on a un cocktail unique. Lui aussi c'est un cocktail unique. Tes enfants aussi c'est des cocktails uniques. Il n'y a pas un enfant qui ressemble à l'autre. Un enfant. Pourtant ils se succèdent, ils vivent dans la même maison, mais alors là c'est des caractères qui n'ont rien à voir. Rallume la bougie dans ton cœur. Rallume l'amour à l'intérieur de toi. Mais pour ça, il faut faire un travail. Pour ça, il faut faire un travail. La Torah, elle t'a dit, tu sais, c'est un moment très solennel, c'est un moment de prière, mais ça ne doit pas être qu'un moment de prière. Ça doit être un moment d'action, ça doit être un moment de transformation, ça doit être un moment où tu vas faire émerger à l'intérieur de toi des pensées qui sont des pensées positives. Et c'est pour ça que je vous ai dit, on est dans le contraire des chalotes. Pourquoi? Parce que les chalotes, c'est le moment Rachel, on court, on te dit arrête-toi, fais ta Léa. Le moment des bougies, c'est quoi? C'est le moment Léa. Pourquoi? Oh, solennité, on est dans les pensées, dans le recueillement, dans la tfila. Et là, on te dit, ne te contente surtout pas que de la tfila. Il va falloir que tu passes à l'action, ma petite. Vous commencez à comprendre un petit peu? Oui. C'est fondamental. Le message des bougies, il est fondamental. Parce que, en vérité, on se rend compte qu'on se dispute pour des trucs nuls. Mais vraiment nuls. Alors, il y a des disputes bénéfiques. D'accord? Exemple, surtout au début du mariage. Du style, il a son bureau en désordre. Moi, je viens, je le range pour lui faire plaisir. Et en fait, il m'engueule parce qu'en fait, lui, il a besoin d'être dans le désordre pour pouvoir bien raisonner. Vous connaissez ces gens? D'accord? Exemple. Donc, c'était une dispute quoi qui était bénéfique. Et Dieu merci, il y en a. Il y a des disputes qui sont stériles. C'est quoi? C'est celle où tu prends tout, tu démarres au quart de tour. C'est celle où tu comprends pas. Il est un peu désagréable, mais il est juste fatigué. Tu comprends ça qu'il est fatigué? Non, il m'a répondu comme ça. Alors, aussi, c'est quand tu penses qu'il aurait dû comprendre que quand tu dis non, en fait, ça voulait dire oui, et qu'il aurait dû comprendre que tu voulais oui, et donc, du coup, il devait t'amener dans ce... Non, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Les hommes ne vont pas au-delà de ce qu'ils voient. Ils sont dans le monde du visible. D'accord? Et pas du tout dans le monde des pensées et de l'invisible. Mais alors, pas du tout. Nous, à l'intérieur de nous, on a Rachel et Léa. Côté visible. Or, quoi? Or, il y a des différences. Il y a les hommes... Ah oui, mon mari m'a envoyé ça. C'est trop rigolo. Faut que je vous le lise parce que c'est exactement ça. Les hommes ne vont pas du tout au-delà de l'ordre des ordres qui lui sont donnés. Alors, je vous le lis parce que c'est trop génial. Extrait d'un livre de recettes pour hommes.
Alors. D'abord, lave-toi les mains. Non, on ne peut pas faire l'impasse sur ça. Allez, lave-toi les mains. Va ouvrir le frigo et sors 5 œufs. Prends les 4 œufs qui sont encore entiers et casse-les dans un bol. Nettoie les œufs qui ont coulé partout. Sors du placard un verre de farine et un demi-verre de sucre. Non, ferme le placard de nourriture. Ouvre celui des ustensiles. Ça, c'est du sel, pas du sucre. Verse le sucre dans le verre en faisant attention à ne pas faire déborder. Bon, nettoie le sucre, tu as quand même fait déborder. Mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène. Nettoie ce qui a débordé sur les murs, le plafond et le sol. Non, ça suffit pas, il y a ton bébé qui est en train de lécher ce qu'il y a sur le sol. La prochaine fois, essaye d'utiliser le mixeur doucement, c'est pas un pistolet à pâte. Ensuite, prends 10 pommes que tu vas éplucher et couper. Mets un pansement sur ton bobo. C'est fait avec le couteau. Et souviens-toi qu'il faut les couper et pas les massacrer. Mets les petits bouts de pommes dans un moule avec la pâte dessus pour une demi-heure de cuisson. Si au bout d'une demi-heure il n'est pas cuit, c'est le signe que tu as oublié d'allumer le four. Allez, allume-le et attends une demi-heure. Après une demi-heure. Arrête tout de suite de regarder une match de foot. Arrête, non, pas dans 10 minutes, maintenant. Arrête, sors ce gâteau du four, sors-le, bon sang. Eh ben bravo, il est brûlé. Sors de chez toi, va à la boulangerie du coin et va acheter un gâteau aux pommes. Voilà. C'est les hommes. Du coup, c'est le message des bougies. Va au-delà, va au-delà. Et quand tu es en train de prier, ne te contente pas que de la prière, mais contente-toi également d'agir. Ne sois pas que Léa, sois aussi Rachel. En fait, c'est le message de ces trois, de Chala, Nida, Hadaka, Taner, de ces trois mitzvot, c'est qu'il ne faut pas s'enfermer dans un des deux mondes, que ça soit le monde de l'action ou que ça soit le monde des projections et des pensées. Quand tu es dans un moment solennel, veille à passer aussi à l'action, à faire quelque chose, à transformer quelque chose. Quand tu es dans ta course, n'oublie pas surtout à ce moment-là de rajouter de la prière pour que tout ce que tu es en train de faire réussisse. Et en fait, c'est ce qu'il dit le Rav Yerucham de Mir. Il dit, on se connaît chacune et on sait si on a plus une tendance Rachel ou plus une tendance Léa. Et il faut toujours veiller à équilibrer avec l'autre côté de la personnalité. Quelqu'un qui est trop active, trop hyperactive, prends des moments pour réfléchir, prends des moments de réflexion, prends des moments pour prier. Si tu es trop dans ta pensée, attention, tu vas devenir angoissée. Vas-y, passe à l'action. Et on va voir qu'au fur et à mesure de leur mariage, eh bien, entre guillemets, Léa et Rachel vont tellement être inspirées l'une par l'autre qu'elles vont être amenées à presque s'interchanger. Comment ça va se passer cette inversion? Eh bien déjà la première, c'est qui? C'est Léa. Pourquoi? Parce qu'on a dit que Léa elle pleure, jusqu'à ce que son père lui dise allez à toi de passer sous la roupa. Léa, go! Elle y va! Elle est déterminée. Elle aurait pu se dire non mais attends, mais peut-être que ma soeur va m'en vouloir, et peut-être qu'en fait Jacob ne va pas vraiment m'aimer, et peut-être que... Non, ça y est, allez. C'est le moment de saisir l'opportunité. Go! Il y a ce chidour, il y a ce truc, c'est bon, je vais pas regarder son CV ou sa page Facebook pendant 10 minutes. Allez, j'y vais! Go! Léa, elle continue. Quand est-ce qu'elle va continuer? C'est dans le summum de l'action. Pourquoi? Parce qu'on a dit que Léa, une fois qu'elle s'est mariée avec Jacob, c'est pas fini pour elle. Elle est toujours angoissée. Elle veut qu'il l'aime. Et un jour, il va se passer quelque chose. Elle va en fait avoir une discussion avec sa sœur Rachel. Rachel, on va voir, elle va être confrontée à l'infertilité. Et en fait, le fils de Léa, Réhouven, va apporter à sa maman des fleurs qui sont reconnues pour leur vertu fertilisante. Ce qu'on appelle en hébreu des doudaïm ou en français des mandragores. Vous me suivez? Rachel, elle voit ça, elle fait « Oh, s'il te plaît, ma sœur, des mandragores. Peut-être qu'elles vont m'aider à tomber enceinte. » Léa,
elle lui répond, je vous passe les détails, mais elle lui répond, pas de problème, mais ce soir, Yaakov, il dort pas avec toi, il dort avec moi. Ça devait être, en fait, il y avait comme une tournante, entre guillemets, ça devait être le soir de Rachel, il dort chez moi. Elle vient, elle va à sa rencontre, va tétser, d'accord, la paracha commence par un paguetze, elle parle de Yaakov, et là c'est va tétser, elle sort, elle va à sa rencontre, et elle lui dit quoi? Elle lui dit Elai tavo. Ça y est, Léa elle passe à l'action. Elle est en train de lui montrer son amour. Et entre parenthèses, on dit que du fait qu'elle lui a montré son amour, va naître cette nuit-là l'âme la plus élevée des 12 tribus. Ça va être Issachar. Issachar, c'est celui qui vient représenter la Torah. Pourquoi? Par le mérite que Léa elle est venue et qu'elle a osé montrer à Yaakov son amour et son désir. Dans le genre, elle est passée à l'action. C'est pas mal, non? Vous êtes d'accord quand même avec moi? Oui? Donc, tout d'un coup, ça y est, Léa, elle incarne plus seulement la capacité de prier, elle incarne la capacité d'agir. Que fait Rachel? Eh bien, Rachel, comme on a dit à la base, elle a un manquement au niveau de ce côté mystique, son côté spirituel. Elle est peut-être trop dans l'action. Or, après son mariage, alors que sa sœur, elle enchaîne les bébés après bébés, eh bien pour Rachel, ça ne vient pas. Et tout d'un coup, elle va voir son mari après 7 ans et lui dit « Tu peux prier pour moi, s'il te plaît ?» Comme on dit, Boker Tov Eliaou. Et lui, il lui répond très durement à Yaakov, Tachat Anouri Hashem. Est-ce que c'est à moi que Dieu a refusé la fécondité? Non, c'est pas à moi, c'est à toi de prier, ma petite. Il la pousse à bout. Pourquoi? Parce qu'il voit aussi. Il faut que je la pousse pour la pousser à prier. Il faut que je sois dure avec elle pour la motiver à prier. Et ça y est, Rachel va commencer à prier. Il va avoir un premier enfant à travers sa servante. Dan, c'est quoi Dan? La doune, c'est juger. Dieu a jugé, ça y est, elle fait venir Dieu dans sa vie. Pas qu'il n'était pas là avant, vous comprenez bien de quoi il s'agit. Mais la doune, ça y est, il a entendu, il a jugé. Il a entendu Mathfila. Et après qui? Naphtali. Naphtali, c'est les mêmes lettres que Tefila. Ça y est, Rachel, elle commence à rentrer dans le domaine de la Tefila. Il y a un moment où ça va aller trop loin. Non, ça va aller trop loin. Pour les deux. Premièrement, pour Léa. Il nous dit comme ça, le Rav Pinkus, il rapporte le Ibn Ezra. Il dit que quand elle va accoucher de Yehuda, elle va voir son fils, il va naître, elle va être tellement heureuse à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est le 4e et qu'elle se dit peut-être que j'aurais dû en avoir que 3 parce qu'elles étaient en fait les 2 femmes plus les 2 servants. Elle se dit j'ai eu plus que ce que je méritais. Et à ce moment-là, elle va remercier Hachem. Écoutez bien le passouk. Apa'am ode et Hachem, alken karashmo Yehuda. Il s'appelle Yehuda parce qu'elle a reconnu, elle a remercié Hachem. Veta amod miledet. Et après, ça y est, elle a cessé d'enfanter. Tu te dis, mais je comprends pas, Léa, elle a un super niveau, elle a dit merci à Hachem, elle a été reconnaissante. Pourquoi juste après le passouk qui te dit, ah oui, mais là, elle s'est arrêtée d'enfanter. Alors écoutez bien. Il explique comme ça rapidement. Il dit parce qu'elle était tellement dans l'action, tellement dans le moment heureux, dans le moment présent, qu'elle a oublié d'être Léa. Elle a oublié de prier, que les choses continuent pour elle et qu'elle continue d'enfanter. À partir du moment où elle a oublié de prier, le réservoir s'est fermé. Et il dit comme ça, Rav Pinkus, il dit, quand tu passes sous la choupa, tu dis, oh, mais ça y est, maintenant je suis au top. Allez, Dieu, on se revoit à 120 ans, merci beaucoup. Hein. Oh, mais c'est maintenant le moment de prier. C'est maintenant le moment de prier. Le Shalom Bayit, c'est maintenant. Les enfants en bonne santé, c'est maintenant. Après aussi, hein. Pas de problème. Je vais pas rentrer chez elle. Je vais continuer.
les enfants en bonne santé, tu pries pour le mariage de tes enfants au moment de ton mariage à toi. C'est comme ça qu'on est, nous, les femmes juives. Tu t'arrêtes jamais. Tu dis pas merci, ok, it's fine là. C'est bon. Non, tu dis merci, mais que ça continue. Merci, mais s'il te plaît pour mes copines. Vous comprenez? Et là, Léa, maman, elle a oublié d'être Léa à ce moment-là. Tout d'un coup, les choses se compliquent pour elle. Et on a aussi Rachel qui va tomber dans l'autre extrême complètement. Pourquoi? Eh bien, au moment de ce fameux échange de Mandragore, d'Oudaïm, contre la nuit avec Yaakov. Vous me suivez ou pas? Oui, c'est bon. Parce qu'il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épisodes. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, le Zohar, je vous le lis. Non, pardon, c'est pas le Zohar, pardon, excusez-moi. C'est le Midrash. Écoutez bien. Il y a eu un échange, donc je vous rappelle le deal. Ok, les mandragores contre la nuit avec Yaakov. Maintenant, Rachel, qu'est-ce qu'elle veut concrètement? Avoir des enfants. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'échanger l'action de dormir avec son mari contre la ségoula, la prière. Et alors là, impardonnable. Il nous dit comme ça, le Midrash, Léa ifsida doudaim, elle a cédé ses doudaim, veshachanta bechora, venishtekera bechora, shvatim vegvura im Yaakov. Elle a cédé les mandragores. Mais quoi? Elle a gagné les shvatim, elle a gagné l'édification du peuple juif, elle a gagné d'être enterrée avec Yaakov. Rachel, elle a gagné les doudaim. Et elle a perdu la Bechora, elle a perdu d'être enterrée avec son mari, etc. Chaud. Très dur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient te dire le Midrash? Il te dit, oh papa, ne crois pas que, genre, l'essentiel, c'est la religion, et les ségoulottes, et la mystique, et que l'effort, c'est la cerise sur le gâteau. Pas du tout. C'est le contraire. L'essentiel, c'est l'effort. Les sgoulottes, c'est la cerise sur le gâteau. Mais là, Rachel, t'as carrément échangé l'effort, vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? L'action qui lui aurait permis d'avoir des enfants, c'est bon? Avec, oh, bah peut-être que ces plantes elles sont connues pour avoir des... Et donc, en fait, elle dort avec qui? Avec ses doudaïs. Vous comprenez? Et ça, c'est un message pour nous. Ne tombe pas dans l'autre extrême des ségoulottes et des mystiques. Et... La Torah, elle a une ségoula. Tu sais c'est laquelle? Kol ma'avirin al midotav, ma'avirim peshav alad. Je crois que c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, celui qui travaille sur ses midotes, Hachem, il lui enlève tous les mauvais décrets. C'est bon, c'est clair. Je lui enlève quoi? Tous les mauvais décrets. Travaille sur toi. Dans ton couple, travaille ta communication. Ne commence pas. Je vous ai déjà raconté cette scène mémorable que j'ai eue au téléphone. Donc une femme m'appelle. Oui, on s'est engueulé, on s'est disputé, patata. Il me parle comme ça et je lui réponds truc. Et sur sa mère et ma mère. Vous savez, quand ça va très loin, on implique les mères. Parce qu'on les aime. C'est pour ça, Chantal. Et les grands-mères, n'en parlons pas. Alors, et elle me fait, et là, je suis en train de faire mes chalotes. Et là, je fais, mais quel rapport avec les chalotes? Tu me fais, pourquoi tu vas me laisser tes chalotes discuter avec ton mari face à face? Bah parce que c'est une ségoula pour Shalom Bayit. Elle est en train de me raconter, qu'elle est en train de m'insulter texto, mais qu'elle fait, c'est... D'accord? C'est comme, il y a des gens, alors il y a une ségoula qui est quoi? Qui est d'amener ses enfants, en tout cas les fils, à Ouman, avant l'âge de 7 ans. Après, ça le protège de toutes les mauvaises choses. Mais alors, c'est bon, amène-le à Ouman, et après, mets-lui YouTube, et mets-lui qui peut changer les trucs, et qui peut aller sur les clips, et qui... Ne vérifie pas qui sont ses copains à l'école. Mais attendez, c'est quoi ce délire? Il faut pas tomber dans notre extrême. Pas du tout. D'abord, le réel, et ensuite, la cerise sur le gâteau. D'accord? Alors, il dit comme ça, le Rav Yerucham de Mir, il dit, c'est vrai qu'on doit essayer de toujours s'inspirer de celle que l'on n'est pas.
Pour celles qui sont plus Rachel, pensez plus au côté intérieur. Pour celles qui sont plus Léa, allez, passez à l'action. Mais il nous dit, dans notre génération à nous, on a un grand manquement. On n'est pas assez Léa. On n'est pas assez Léa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne prie pas assez. On ne prie pas assez de façon proactive. Pourquoi? La Léa, c'est celle qui vient prévoir le coup et qui dit pas ils savent pas, ils savent pas, ils savent pas, ils savent pas, ils savent. Tout d'un coup, ça y est, ça ne va plus rien se marier avec Jacob, elle va avoir 6 enfants, toute sa vie qui se déroule de façon extraordinaire. Grâce à quoi? À ces fameux yeux flétris. Tu vois qu'au début on disait mais c'est marrant, oh là là, pourquoi il nous parle de son défaut physique, c'est pas bon. Non, tu comprends pas. Derrière c'est Enaim Rakot, derrière c'est ces yeux flétris qui se cachent. C'est quoi? C'est un combat. Hachem, s'il te plaît, envoie-moi mon khatan, je veux pas attendre plus. Hachem, s'il te plaît, mets-moi le bon garçon sur le bon chemin. Et si c'est pas le bon, qui passe son chemin. Hachem, s'il te plaît, je veux du shalom baït. Hachem, s'il te plaît, je veux pas qu'il y ait la secrétaire qui soit plus attirante que moi. Combien on a besoin de prier? Combien on a besoin de prier? Combien on a besoin de prier? Et qu'est-ce qu'elle gagne? Regardez, Léa, avec ses Enaim Rakot, ses yeux flétris. Regardez, Rakot et Kaf, Tav, Resh, ça fait aussi Keter. Keter, c'est la couronne. Rakot, c'est Vav, Keter. 6 couronnes. C'est quoi? C'est ses 6 fils. Et c'est les 6 couronnes qu'elle va gagner dans sa vie. C'est quoi les couronnes? La couronne de la royauté, Yehuda. La couronne de la prêtrise, Lévi. La couronne de la Torah, Moshe. C'est ça qu'elle va gagner. Alors oui, certes, on se dit la pauvre, qu'est-ce qu'elle pleure? Mais regarde combien elle gagne en pleurant. Combien elle devance la vie, justement, en se projetant. C'est la force de Léa. Et grâce à ça, tu peux éloigner tous les mauvais degrés. Il faut dans la vie être des combattantes dans l'action, certes, et des combattantes dans la tfila. Et d'ailleurs, regardez, les 4 femmes de Jacob, parce qu'il y aura aussi les servantes, c'est quoi? C'est Bila, Rachel, Zilpa et Léa. Ça fait quoi? Ça fait Barzel. Barzel, c'est de l'acier. On doit être en acier. Pour tout, pour l'éducation des enfants, on doit se battre en permanence. Avec les enseignants de nos enfants, avec l'allaitement. C'est une bagarre de chaque jour. Ça, c'est Rachel et Léa. Chacune dans son combat. Chacune dans son domaine. Mais les deux, tu leur enlèveras pas cette chose-là, que c'est des fighterites, c'est des combattants. D'accord? Et effectivement, même si Rachel c'était la préférée, c'était la première de Jacob, on voit que finalement c'est Léa qui va la défenser dans tout. Puisque c'est Léa qui va être la première à se marier, qui va être la première à être mère, qui va avoir le plus d'enfants et qui va également être enterrée avec son mari. Or Rachel, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui est incroyable, c'est que l'inversion, vous allez voir, elle se fait pour l'éternité. Léa, elle repose auprès de son mari, ça y est, elle peut être tranquille. Rachel, elle est toute seule dans son kéver Rachel, toute seule. Et qu'est-ce qu'elle fait toute la journée? Qu'est-ce qu'elle écrit? Mevaka albanea, elle pleure pour nous. Toute la journée, du matin jusqu'au soir, qu'est-ce qu'elle fait, Rachel? Elle implore Hachem. Non, s'il te plaît, pour ma fille, non, pas ça. Non. Du matin jusqu'au soir, pour l'éternité. C'est pour vous dire à quel point l'inversion, elle s'est réalisée. D'accord? Et je terminerai sur ça. C'est que on pourrait croire que Rachel et Léa sont des rivales. D'accord? Dans tout ce qu'on nous décrit, elle est plus comme ça, l'autre elle est plus comme ça, l'autre elle va faire comme elle, l'autre elle va faire comme elle, etc., etc. Loin de là. Comment je sais ça? Eh bien en fait, on sait que les deux, elles vont être très 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 solidaires l'une pour l'autre. La première évidemment c'est qui? C'est Rachel. Parce que comme on a dit, quand elle voit ce qui risque de se passer sous la choupa et qu'elle va avoir
l'archouma de sa vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui cède. Si ça, c'est pas de la solidarité, je me demande ce que c'est. Et peut-être après coup, elle regrette. Ou elle se dit peut-être que, ou elle se dit non mais quand même elle est gonflée, peut-être. Pas du tout. À aucun moment Rachel ne va regretter. Et écoutez bien, c'est ça le plus extraordinaire, à aucun moment elle va faire sentir à Léa qu'elle est de trop. Elle a toute sa place dans le foyer. Vous voulez la preuve de ça? Ce que je vous ai censuré tout à l'heure au moment de l'échange des mandragores, des doudaïm. Vous vous rappelez? Elle lui dit, donne-moi s'il te plaît tes doudaïm, donne-moi s'il te plaît tes mandragores, Rachel. Qu'est-ce que lui répond Léa? Tu m'as déjà pris mon mari, maintenant tu veux me prendre mes fleurs? Réponse de Rachel, rien. C'est pour dire à quel point Léa, elle sent qu'elle a toute sa place dans le foyer. Elle n'a aucun complexe, aucun complexe. Et Rachel, elle lui répond pas parce que toute sa vie durant, elle a laissé sa place à sa sœur. Si elle est là, c'était Mina Shamaim et c'était sa destinée d'être là et de partager mon couple avec elle. C'est clair. Si ça, c'est pas de la solidarité, je me demande ce que c'est. Léa. On dit que la force de Léa, c'est quoi? C'est sa tfila. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment, Léa, elle va être enceinte. C'est le 7e enfant. D'accord? Et Rachel, Baruch Hashem, elle a déjà un enfant. Les servantes en ont 2. D'accord? Chacune. Et on fait le calcul, c'est comme en mathématiques. Alors j'ai un problème. 7 plus 2 plus 1. À la fin, elle sait que de toute façon doivent naître les 12 tribus à Yaakov. Elle fait le calcul, elle se dit, si l'enfant que j'ai dans mon ventre est un garçon, eh bien Rachel aura moins d'enfants que les servantes. Elle va avoir quoi? L'archouma de sa vie. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prier de toutes ses forces. Si c'est un garçon, je t'en prie que ça devienne une fille. Et effectivement, cette fille-là va être entendue. Parce que Yosef, il était dans le ventre de Léa. Et en fait, il va intervertir les embryons. Et Léa va donner naissance à Dina. Et Rachel va donner naissance à Yosef. D'accord? Pardon, en fait, elle avait 0 enfant. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire quoi? Chacune, elle a sa force. Une, c'est l'action. Et l'autre, c'est la prière. Et qu'est-ce qu'elles viennent faire les deux? Elles viennent faire profiter l'autre de sa force. Léa, sa force, c'est l'action. Et ben, elle arrive dans le monde de l'action à faire donner toute sa place à sa sœur. Léa, sa force, c'est la prière. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive dans le monde de la prière à changer un décret et elle a sacrifié, entre guillemets, son fils pour sa sœur Rachel. Si ça, c'est pas la solidarité. Si ça, c'est pas la solidarité. Alors c'est vrai que texto, il y a marqué que Rachel était jalouse de sa sœur. Et le Midrash, il dit, c'est pas à lire au sens premier. C'est quoi qu'elle était jalouse? C'est que elle constatait qu'elle avait des bonnes midotes et elle était inspirée par elle avait envie de lui ressembler. Ce qu'on appelle la bonne jalousie. En fait, l'une et l'autre, elles savent qu'elles sont différentes. Elles savent qu'elles ont des forces différentes. Mais l'une et l'autre, elles viennent s'inspirer en se disant « J'aimerais bien apprendre d'elle ». Et l'autre, elle vient et dit « Ah, j'aimerais bien apprendre d'elle. Oh, j'aimerais bien apprendre à prier plus. Oh, j'aimerais bien être plus courageuse, plus entreprenante. » Et ça, c'est un message pour nous. C'est un message pour nous. Pourquoi? Parce que nous aussi, on a des forces qui sont complètement différentes. Et Hachem attend de nous, c'est vrai, qu'on se surpasse. Qu'on ne s'enferme pas dans un monde, que ce soit le monde de l'action, ou dans un autre monde comme le monde de la pensée, et qu'on veille toujours en permanence à jongler, à équilibrer, et à amener de la tfila au moment où on est dans l'action, et amener de l'action au moment où on est dans la tfila. Mais surtout, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on fasse profiter les autres de notre force à nous. Moi, ma force, c'est l'action. Moi, je suis une hyperactive. Et ben ma copine, elle n'a pas de boulot. Je vais lui faire passer son CV. Je vais essayer, je vais parler, je vais faire du networking pour elle. Je vais tout faire pour l'aider. Parce que ça, c'est ma force. La prière, c'est vrai, je suis un peu moins forte. Moi, ma force, c'est vrai que je suis nulle en faire passer des CV, networking, etc. Mais il y a une chose que je sais faire. C'est que je sais prendre 5 minutes par jour
pour prier pour mes amis. Et ça, en fait, c'est une force. Et il vient, je termine sur ça, le Rav Shlomo Miradonsk, et il vient, il nous dit quelque chose. Il nous dit, tu sais, quand Léa, elle va se mettre à prier pour sa sœur Rachel, et qu'elle va intervertir les embryons, etc. C'est écrit comme ça. C'est écrit, et le Seigneur considéra que Léa était dédaignée, il rendit son sein fécond, tandis que Rachel fut stérile. Alors il explique comme ça. À partir du moment où Léa, elle a fait bénéficier de sa force à Rachel, elle a prié pour elle, et bien ce dont elle avait besoin, elle a reçu. À ce moment-là, Yaakov s'est mis à aimer véritablement Léa. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, des fois, il y a des choses qui me manquent dans ma vie. Des choses qui me manquent dans ma vie. Alors il dit, le Rav Shlomo Miradonsk, il dit à ce moment-là, prie pour une autre personne. Quand tu pries pour une autre personne, alors toi, tu vas être agréé pour toutes les choses dont tu as besoin. Et moi, je rajoute à ça que si tu sais aussi agir pour les autres, tu fais du chesed, et bien également toutes les choses dont tu as besoin, Hachem il vient et il vient te les accorder. Et ça, c'est la force de quoi? De la solidarité féminine. On est certes très différentes les unes des autres, et certes, on a des forces qui sont complètement différentes les unes. C'est solidaire. 2, toujours s'inspirer les unes des autres. 3, ne jamais s'enfermer en se disant je suis comme ça et je serai jamais autrement. Et 4, Hachem, il attend une chose. Il t'a mis des forces à l'intérieur de toi. C'est pour que tu en fasses profiter tes proches à l'extérieur de toi. Voilà. Et donc, pour le coup, s'il y a un couple de sœurs que je trouve extraordinairement solidaire, c'est qui? C'est Mélanie, justement, avec sa sœur Léa. Et c'est pour ça que je vous ai dit, pour moi, ça a été la chose la plus... Vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux quand elle m'a dit que Léa, elle a couché. Parce que Baruch Hashem, au moment où sa sœur s'est mariée, Mélanie, c'était la plus heureuse du monde. Et je lui dis sincèrement, dis-moi, t'as le droit d'avoir un petit... Elle me dit, quoi, mais moi, je suis la plus heureuse du monde que ma petite sœur, elle se marie. Et le moment viendra en ton vie, Bezrat Hashem. Et j'espère, si Dieu veut, je lui fais cette bracha, parce qu'on est là, il va profiter de ses pains aux olives, de ses gâteaux, etc. Que Bezrat Hashem, par le srout de toute cette solidarité, de tout ce chesed et tout cet œil bienveillant qu'elle a avec sa sœur, que Hashem lui envoie Bezrat Hashem, les carottes, son khatan et beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles.